d'Azkaban. Harry Potter et la Coupe de Feu. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. Harry Potter et les reliques de la mort. Alors ce que je, voilà, je vais débuter, je vais d'abord lire tous les synopsis, pardon, les résumés, les synopsis derrière chaque livre. Et après on va choisir un livre au hasard. Et je vais vous lire peut-être un petit chapitre ou la moitié d'un chapitre, je sais pas encore. C'est ma pause déjeuner, mais j'ai pensé à vous donc pour vous endormir ce soir. Premier synopsis. Harry Potter à l'école des sorciers. Le jour de ses 11 ans, Harry Potter, un orphelin, élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, une école de sorcellerie. Voler en balai, jeter des sorts, combattre les trolls. Harry se révèle un sorcier doux. Mais un mystère entoure sa naissance et l'effroyable fait ou 5 que je suis pas fan. Je regarde pas Harry Potter, mais à mon avis, je vais demander à mon ingénieur du son. L'effroyable V ou 5. Voldemort. La marche dont personne n'ose prononcer le nom. C'est trop tard, on l'a prononcé. C'est le premier synopsis. Le deuxième synopsis. Une rentrée fracassante en voiture volante. Une étrange malédiction qui s'abat sur les élèves. Cette deuxième année à l'école, des sorciers ne s'annoncent pas de tout repos. Entre les cours de potions magiques, les matchs de Quidditch et les combats de mauvais sorts, Harry et ses amis Ron et Hermione trouveront-ils le temps de percer le mystère de la chambre des secrets? Suspense. Sirius Black, le dangereux criminel qui s'est échappé de la forteresse d'Azkaban, recherche Harry Potter. C'est donc sous bonne garde que l'apprenti sorcier fait sa troisième rentrée. Au programme, des cours de divination, la fabrication d'une potion magique, d'une potion de ratatinage, pardon, le dressage des hippogriffes. Mais Harry est-il vraiment à l'abri du danger qui le menace? Quatrième synopsis, on en est à Harry à la coupe de feu. Harry Potter a 14 ans et entre en quatrième année au collège de Poudlard. Une grande nouvelle attend Harry, Ron et Hermione à leur arrivée. La tenue d'un tournoi de magie exceptionnel entre les plus célèbres écoles de sorcellerie. Déjà des délégations étrangères font leur entrée. Harry se réjouit. Trop vite, il va se trouver plongé au cœur des événements les plus dramatiques qu'il ait jamais eu à affronter. Wow, pardon. Harry Potter et les reliques de la mort. Très très connu. Cette année, Harry a 17 ans et ne retourne pas à Poudlard. Avec Ron et Hermione, il se consacre à la dernière mission confiée par Dumbledore. Mais le Seigneur des Ténèbres
des sornettes. Monsieur Dursley dirigeait la Groenings, une entreprise qui fabriquait des perceuses. C'était un homme grand et massif, qui n'avait pratiquement pas de cou, mais possédait en revanche une moustache de belle taille. Mrs. Dursley, quant à elle, était mince et blonde et disposait d'un cou 2 fois plus long que la moyenne, ce qui était fort utile pour espionner ses voisins en regardant par-dessus les clôtures des jardins. Les Dursley avaient un petit garçon prénommé Dudley, et c'était à leurs yeux le plus bel enfant du monde. Les Dursley avaient tout ce qu'ils voulaient. La seule chose insaisissable qu'ils possédaient, c'était un secret dont ils craignaient plus que tout qu'on le découvre un jour. Si jamais quiconque venait à entendre parler des Potter, ils étaient convaincus qu'ils ne s'en remettraient pas. Mrs. Potter était la sœur de Mrs. Dursley, mais tous deux n'étaient plus revus depuis des années. En fait, Mrs. Dursley faisait comme si elle était fille unique, car sa sœur et son bon à rien de mari étaient aussi éloignés que possible de tout ce qui faisait un Dursley. Les Dursley tremblaient d'épouvante à la pensée de ce que diraient les voisins si par malheur les Potter se montraient dans leur rue. Ils savaient que les Potter, eux aussi, avaient un petit garçon, mais ils ne l'avaient jamais vu. Son existence constituait une raison supplémentaire de tenir les Potter à distance. Il n'était pas question que le petit Dudley se mette à fréquenter un enfant comme celui-là. Lorsque monsieur et madame Dursley s'éveillèrent au matin du mardi où commençait cette histoire, il faisait gris et triste, et rien dans le ciel nuageux ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire dans tout le pays. Monsieur Dursley fredonnait un air en nouant sa cravate la plus sinistre pour aller travailler, et madame Dursley racontait d'un ton badin les derniers potins du quartier en s'efforçant d'installer sur sa chaise de paix le jeune Dudley, qui priait de toute la force de ses poumons. Aucun d'eux ne remarqua la grosse chouette hulotte au plumage mordoré qui volta devant la fenêtre. À 8h30, monsieur Dursley prit son attaché case, déposa un baiser sur la joue de madame Dursley et essaya d'embrasser Dudley, mais sans succès, car celui-ci était en proie à une petite crise de colère et s'appliquait à jeter contre les murs de la pièce contenue de son assiette de céréales. Sacré petit bonhomme, gloussa Mrs. Dursley en quittant la maison. Il monta dans sa voiture et recula le long de l'allée qui menait à sa maison. Ce fut au coin de la rue qu'il remarqua pour la première fois un détail insolite, un chat qui lisait une carte routière. Pendant un instant, M. Dursley ne comprit pas très bien ce qu'il venait de voir. Il tourna alors la tête pour regarder une deuxième fois. Il y avait bien un chat tigré assis au coin de Privet Drive, mais pas la moindre trace de cette carte routière. Qu'est-ce qui avait bien pu lui passer par la tête? Il avait dû se laisser abuser par un reflet du soleil sur le trottoir. M. Dursley cligna des yeux et regarda fixement le chat. Celui-ci soutint son regard tandis qu'il tournait le coin de la rue et s'engageait sur la route. M. Dursley continua d'observer le chat dans son rétroviseur. L'animal était en train de lire la plaque qui indiquait Privet Drive. Mais non, voyons, il ne lisait pas. Il regardait sa plaque. Les chats sont incapables de lire les cartes ou les écriteaux. M. Dursley se ressaisit et chassa le chat tigré de son esprit. Durant le trajet qui le menait vers la ville, il concentra ses pensées sur la grosse commande de perceuse qu'il espérait obtenir ce jour-là. Mais lorsqu'il parvint aux abords de la ville, quelque chose chassa les perceuses de sa tête. Assis au milieu des habituels embouteillages du matin, il fut bien forcé de remarquer la présence de plusieurs passants vêtus d'une étrange façon. Ils portaient des capes. M. Dursley ne supportait pas les gens qui s'habillaient d'une manière extravagante. Les jeunes avaient parfois de ces accoutrements. Il pensa qu'il s'agissait, d'une nouvelle mode particulièrement stupide. Il pianota sur le volant de sa voiture et son regard rencontra un groupe de ces Solibrius qui se jetaient des choses à l'oreille d'un
plus âgé que lui, ce qui ne l'empêchait pas de porter une cape verte émeraude. Quelle imprudence! Monsieur Dursley pensa alors qu'il devait y avoir une animation de rue. Ces gens étaient probablement là pour collecter de l'argent au profit d'une œuvre quelconque. Ce ne pouvait être que là, que ça. La file des voitures se remit en mouvement et quelques minutes plus tard, Monsieur Dursley se rangea dans le parking de l'Ecroning. Les perceuses avaient repris leur place dans ses pensées. Dans son bureau du 9e étage, Monsieur Dursley s'assied toujours dos à la fenêtre. S'il n'avait été autrement, il aurait sans doute eu un peu plus mal que d'habitude à se concentrer sur ses perceuses ce matin-là. Il ne vit pas les hiboux qui voulaient attirer d'elle en plein jour, mais en bas, dans la rue, les passants, eux, les voyaient bel et bien. Bouche bée, ils pointaient le doigt vers le ciel, tandis que les rapaces filaient au-dessus de leur tête. La plupart d'entre eux n'avaient jamais vu de hibou, même la nuit. Monsieur Dursley, cependant, ne remarqua rien d'anormal et aucun hibou ne vint troubler sa matinée. Il réprimanda vertement une demi-douzaine de ses employés, passa plusieurs coups de fil importants et poussa quelques hurlements supplémentaires. Il se sentit d'excellente humeur jusqu'à l'heure du déjeuner, où il songea qu'il serait bon de se dégourdir un peu les jambes. Il traversait alors la rue pour aller s'acheter quelque chose à manger chez le boulanger d'en face. Les passants, vêtus de capes, lui étaient complètement sortis de la tête, mais lorsqu'il vit en vie à nouveau quelques-uns à proximité de la boulangerie, il passa devant eux et en leur lançant un regard roussé. Il ignorait pourquoi, mais il se mettait mal à l'aise. Cela aussi, chuchoté d'un air surexcité, il ne vit pas la moindre boîte destinée à récolter de l'argent. Quand il sortit de la boutique, il y avait un gros beignet enveloppé dans un sac. Il entendit quelques mots de leur conversation. Les botteurs, c'est ça. C'est ça que j'ai entendu dire. Oui, leur fils Harry. Monsieur Dursley s'immobilisa, envahi par une peur soudaine. Il tourna la tête vers les gens qui chuchotaient, comme s'ils apprenaient à leur dire quelque chose, mais il se ravisa. Il traversa la rue, en toute hâte, se dépêcha de remonter dans son bureau, ordonna d'un ton sec à sa secrétaire de ne pas le déranger. Saisit son téléphone et avait presque fini de composer le numéro de sa maison lorsqu'il changea d'avis. Il reposa le combiné et se caressa la moustache. Il réfléchissait. Non. Décidément, il était idiot. Potter n'était pas un nom si rare. On pouvait être sûr qu'un grand nombre de Potter avaient un fils prénommé Harry. Et quand il y repensait, il n'était même pas certain que son neveu se prénomme véritablement Harry. Il n'avait même jamais vu cet enfant. Après tout, il s'appelait peut-être Harvey ou Harold. Il était inutile d'inquiéter Mrs. Dursley pour si peu. Toute allusion à sa sœur la mettait dans un tel état. Il ne pouvait pas lui en vouloir. Celui lui-même avait une sœur comme celle-là, mais enfin quand même, tous ces gens vêtus de cap. Cet après-midi-là, il lui fut beaucoup plus difficile de se concentrer sur ses perceuses, et lorsqu'il quitta les bureaux à 5 heures, il était encore si préoccupé qu'il ordonna quelque chose devant la porte. Navré, grommela-t-il au vieil homme minuscule qu'il avait manqué de faire tomber. Il se passa quelques secondes avant que Mr. Dursley se rende compte que l'homme portait une cape violette. Le fait d'avoir été presque renversé ne semblait pas avoir affecté son humeur. Au contraire, son visage se fendit d'un large sourire tandis qu'il répondait d'une petite voix perçante et le tira des regards des passants. « Ne soyez pas navré, mon cher monsieur. Rien aujourd'hui ne saurait me mettre en colère. Réjouissez-vous, puisque vous savez qui a enfin disparu. Même les Moldus, comme vous devez fêter ces très heureux ce jour. » Le vieil homme prit alors Mr. Dursley par la taille et le serra contre lui avant de poursuivre son chemin. Mr. Dursley resta cloué sur place. Quelqu'un qu'il n'avait jamais vu venait de le prendre dans ses bras et l'avait appelé Moldu, ce qui n'avait aucun sens. Il en était tout retourné et se dépêcha de remonter dans sa voiture. Il prit alors le chemin de sa maison en espérant qu'il avait été victime dans une imagination. C'était bien la première fois qu'il espérait une chose pareille, car il détestait tout ce qu'il avait trait à l'imagination. Lorsqu'il s'engagea dans l'allée numéro 4 de sa rue, la première
bougea pas et se contenta de le regarder d'un air sévère. Monsieur Dursley se demanda si c'était un comportement normal pour un chat. Essayant de le reprendre contenance, il entra dans sa maison, toujours décidé à ne rien révéler à sa femme. Mrs. Dursley avait passé une journée agréable et parfaitement normale. Au cours du dîner, elle lui raconta tous les problèmes que la voisine d'à côté avait avec sa fille et lui signala également que Dudley avait appris à nos feu pas. Monsieur Dursley s'efforça de se conduire le plus normalement du monde et après que Dudley avait mis au lit, il entra juste à temps dans le salon pour voir la fin du journal télévisé. D'après les témoignages venus de diverses régions, il semblerait que les hiboux ne soient comportés d'une bien étrange manière au cours de la journée, dit le présentateur. Normalement, les hiboux sont des rapaces nocturnes qui attendaient la nuit pour chasser leur proie. Il est rare d'en avoir en plein jour. Or, aujourd'hui, des centaines de témoins ont vu ces oiseaux voler un peu partout depuis le lever du soleil. Les experts interrogés ont été incapables d'expliquer les raisons de ce changement de comportement pour le moins étonnant. Voilà qui est bien mystérieux, conclut le présentateur en s'autorisant un sourire. Et maintenant, voici venu l'heure de la météo avec des prévisions de Jim McGovern. Alors Jim, qu'est-ce qu'on doit s'attendre à trop de chutes d'hiboux au cours de la nuit prochaine? Ça, je serais bien incapable de vous le dire, peut-être répondit l'homme de la météo. Mais sachez en tout cas que les hiboux n'ont pas été les seuls à se comporter d'une étrange manière. Des téléspectateurs qui habitaient dans les régions aussi éloignées les unes des autres que le Kent, le Yorkshire et la côte est de l'Écosse m'ont téléphoné pour me dire qu'au lieu des averses que j'avais prévues pour aujourd'hui, ils ont vu de véritables pluies d'étoiles filantes. Peut-être s'agissait-il des feux de joie de la nuit du 5 novembre, bien que ce ne soit pas encore la saison. Quoi qu'il en soit, vous pouvez être sûr que le temps de la nuit prochaine sera très humide. Monsieur Dursley se figea dans son fauteuil. Des pluies d'étoiles filantes sur tout le pays, des hiboux qui volent en plein jour, des gens bizarres vêtus de capes, et ces murmures sur les poteurs. Mrs. Dursley entra dans le salon avec 2 tasses de thé. Décidément, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il fallait lui en parler. Mr. Dursley, un peu nerveux, s'éclaircit la gorge. Pétunia, ma chérie, dit-il, tu n'as pas eu de nouvelles de ta sœur récemment? Comme il s'y attendait, son épouse parut choquée et furieuse. Elle faisait toujours semblant de ne pas voir de sœur. Non, répondit-elle sèchement. Pourquoi? Ils ont dit un truc bizarre à la télé, grommela Madame Dursley. Des histoires de hiboux, d'étoiles filantes. Il y avait tout un tas de gens qui avaient un drôle d'air aujourd'hui. Et alors, lança Mrs. Dursley. Rien. Je me disais que peut-être ça avait quelque chose à voir avec sa bande. Mrs. Dursley retroussait ses lèvres en buvant son thé à petites gorgées. Son mari se demanda s'il allait oser lui raconter qu'il avait entendu prononcer le nom des Potter. Il préféra s'en abstenir, d'un air aussi détaché que possible. Il dit, leur fils, il a à peu près le même âge que Dursley, non? J'imagine, répliqua Madame Dursley avec raideur. Comment s'appelle-t-il? Howard, c'est ça? Harry. C'est un nom très ordinaire, très désagréable, si tu veux mon avis. Ah oui, répondit Madame Dursley, en sentant son cœur s'arrêter. Oui, je suis d'accord avec toi. Il ne dit pas un mot de plus à ce sujet, tandis qu'il montait l'escalier pour aller se coucher. Pendant que Mrs. Dursley était dans la salle de bain, Mr. Dursley se glissa vers la fenêtre de la chambre et jeta un coup d'œil dans le jardin. Le chat était toujours là, et il regardait dans la rue comme s'y attendait quelqu'un. Mr. Dursley imaginait-il des choses? Tout cela avait-il un lien avec des fauteurs? Si c'était le cas, s'il s'avérait qu'ils étaient parents avec des noms, il ne pourrait jamais le supporter. Les Dursley se mirent au lit. Mrs. Dursley s'endormit très vite, mais son mari resta éveillé, retournant dans sa tête des événements de la journée. La seule pensée qui le consola avant de sombrer enfin dans le sommeil, ce fut que, même si les Potter avaient vraiment quelque chose à voir avec ce qui s'est passé, il n'y avait aucune raison pour que lui et sa femme en subissent les conséquences. Les Potter savaient parfaitement ce que Pétunia leur posait des gens de leur espèce. Ils ne voyaient pas comment tous deux pourraient être mêlés à ces histoires. Il bâilla et se retourna. Rien de tout cela ne pouvait les affecter. Il avait un grand tort de penser ainsi. Tandis que Mr. Dursley se laissait emporter dans un sommeil quelque peu agité.
assis immobile, comme une station, fixant de ses yeux grands ouverts le coin de Private Drive. Il n'eut pas la moindre réaction lors d'une portière de voiture claqua dans sa rue voisine, ni quand deux hiboux passèrent au-dessus de sa tête. Il était presque minuit quand il boucha enfin. Un homme apparut à l'angle de la rue que le chat avait observé pendant tout ce temps. Il apparut si soudainement et dans un tel silence qu'il semblait avoir jailli du sol. La queue du chat frémit, ses yeux se rétrécirent. On n'avait encore jamais vu dans Private Drive quelque chose qui ressembla à cet homme. Il était grand, mince et très vieux, en jugé par la couleur argentée de ses cheveux et de sa barbe qui lui descendait jusqu'à la taille. Il était vêtu d'une longue robe, d'une cape violette qui balayait le sol et chaussait des bottes à hauts talons munis de boucles. Ses yeux bleus et brillants étincelaient derrière les lunettes en demi-lune et son long nez crochu donnait l'impression d'avoir été cassé au moins 2 fois. Cet homme s'appelait Albus Dumbledore. Albus Dumbledore n'avait pas l'air de se rendre compte qu'il venait d'arriver dans une rue où tout en lui, depuis son nom jusqu'à ses potes, ne pouvait être qu'indésirable. Il était occupé à chercher quelque chose dans sa longue cape, mais sembla s'apercevoir qu'il était observé, car il leva brusquement les yeux vers le chat qui avait toujours le regard fixé sur lui, à l'autre bout de la rue. Pour une raison quelconque, la vue du chat parut l'amuser. Il eut un petit rire et marmonna. J'aurais dû m'en douter. Il avait trouvé ce qu'il cherchait dans une poche intérieure. Apparemment, il s'agissait d'un briquet en argent. Il en releva le capuchon, le tendit au-dessus de sa tête et l'alluma. Le réverbère le plus proche s'éteignit alors. Un petit claquement. L'homme alluma un nouveau le briquet. Le réverbère suivant s'éteignit à son tour. 12 fois, il actionna ainsi l'éteignoir jusqu'à qu'il ne reste plus aucune lumière dans la rue, à part 2 points minuscules qui brillaient au loin. C'étaient les yeux du chat, toujours fixés sur lui. Quiconque aurait regardé par une fenêtre en cet instant, même Mrs. Dursley et ses petits yeux de fouine n'auraient été incapables de voir le moindre détail de ce qui se passait dans la rue. On est à la page 16. Et je pense que le chapitre 1 est encore long. Il y a 4 pages. Et je vous propose que vous m'écriviez en commentaire si vous voulez la suite, la fin du chapitre 1 et le début du chapitre 2. Du coup, j'attends vos commentaires. J'espère que ça vous a endormi. J'espère que là vous m'entendez plus, que vous dormez et que vous êtes en plein ronflement, plein rêve ou cauchemar. Mais bien sûr, c'est des rêves.